Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Parfait. Alors bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, je suis basée à Annecy, et à Los Angeles puisque j'ai fondé, 2 agences qui s'appellent Switch et qui sont spécialisées, dans la prospective et les stratégies marketing pour les destinations touristiques. Alors, dans la préparation, je vous disais que vous étiez enseignante à l'IUT d'Annecy. Et finalement, vous m'avez corrigé en disant que ça n'occupait qu'1% de votre temps. Oui. Ce que je fais, c'est surtout des études et du conseil en stratégie. Mais comme j'aime beaucoup enseigner et que j'aime beaucoup la fraîcheur des étudiants, je m'accorde quelques heures d'enseignement dans mon emploi du temps, euh, effectivement auprès d'étudiants de l'IUT d'Annecy. Vous avez une particularité, en tout cas, c'est un peu comme ça aussi qu'on vous a repéré. Vous avez fait 2 fois le tour du monde, Euh, notamment une première fois pour aller visiter les stations de ski en montagne. Euh, Effectivement, j'ai eu le plaisir de visiter 280 stations de montagne dans 27 pays sur 5 continents pendant 4 hivers et de créer une base de données un peu unique au monde sur ces stations. Donc je connais assez bien l'univers de la montagne, même si à l'agence on travaille aussi avec des destinations balnéaires. Et pour cause, puisque en 2016, j'ai eu le plaisir de faire un deuxième tour du monde, cette fois dans 100 destinations, dans 14 pays, sur 4 continents, pour voir ce qui se passait aussi au bord de la mer. alors, on va démarrer tout de suite, hein. Je vais vous laisser intervenir sur, avoir votre vision sur qu'est-ce qui va se passer maintenant maintenant que le monde du tourisme est en pleine crise, en pleine remise en question. Concrètement, les grandes tendances et les perspectives qu'il peut y avoir. Je vous propose pendant une demi-heure de présenter ce qu'est votre vision. Et après, je proposerai aux spectateurs de ce webinaire de poser des questions à travers, vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui s'appelle Q et R, c'est pour pouvoir poser les questions. Donc, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui vont vous écouter là maintenant à poser vos questions à travers cet onglet. Armel Soléliac, c'est à vous. Ça marche, c'est parti. Alors, je vais tenter de partager mon écran sans faire de bêtises. Hop là. C'est parti. Alors, j'ai divisé en fait cette présentation en 3 temps. D'abord, quelques données de cadrage, ensuite une partie prospective, et puis ensuite, j'ai envie de dire, une réponse ou des recommandations très pratiques sur des actions à mettre en œuvre pour pouvoir conduire sa communication concrètement. Alors, la première chose à dire sur ces fameuses données de cadrage, c'est que avant la crise, on est en France, le tourisme générait 167 milliards, presque 168 milliards d'euros par an, si on cumule les entrées touristiques internationales et les touristes français. Ça représente à peu près 7 à 8 du PIB français, donc c'est absolument considérable. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 2 millions de Français qui vivent de manière directe ou indirecte du secteur du tourisme. Les objectifs annoncés par le Quai d'Orsay pour 2020 étaient d'atteindre 100 millions de visiteurs, ce qui était voilà, cet objectif avant la crise, qui posait quand même la question du surtourisme, on ne va pas se mentir. Euh, à l'époque, donc avant la mi-mars 2020, le souhait principal des visiteurs, c'était de découvrir un lieu, une destination, tout en conciliant une forme d'enrichissement autour des questions de l'histoire, de la culture, bien sûr, mais aussi de vivre des expériences plus ou moins attendues, mais surtout surprenantes. Alors, on vous a probablement beaucoup parlé de l'expérientiel. Voilà, ça a été le grand buzzword, si je puis me permettre cette expression, de ces 10 dernières années. Et je crois que ça va être intéressant de voir dans les 4 à 5 prochains mois si c'est toujours d'actualité ou pas.
J'y répondrai bien sûr dans quelques minutes. Ce qui était intéressant de voir aussi, c'est que, bien entendu, les départs se faisaient principalement pour des séjours en famille, avec un souhait de réservation d'expériences culturelles à partager, mais aussi avec des temps pour soi qui pouvaient s'alterner avec ces temps de partage. Donc finalement, on voit là par cette citation que je vous ai mise de Bernie Torres, qui est le porte-parole de TripAdvisor en France, que la France était la destination idéale pour pouvoir satisfaire finalement ces exigences des visiteurs. Mais ça, c'était avant. Et depuis la mi-mars, eh bien, les choses ont changé et vous allez voir dans quel sens elles ont évolué dans quelques minutes. Alors, j'ai récupéré ce matin des chiffres tout frais, puisque au début de la crise sanitaire, c'est-à-dire début mars, en fait le 13 mars, l'OMT avait publié des chiffres disant qu'elle tablait sur une baisse entre moins 20 et moins 30% d'arrivées de touristes internationaux dans le monde. Par rapport à 2019. La réalité, c'est que hier soir, l'OMT a publié le chiffre suivant, c'est que sur le premier trimestre 2020, on a déjà perdu 22% d'arrivées de touristes internationaux. C'est un recul qui est énorme, ça représente 5 fois le recul de 2009 lors de la crise des subprimes, qui était un recul historique qu'on n'avait pas connu depuis les années 50. Donc autant dire que ça permet de mesurer la gravité de la crise qu'on est en train de traverser. Et à l'échelle du monde, ça représente en fait une baisse de 85% sur l'ensemble des activités touristiques confondues, tout secteur touristique confondu. Et l'OMT considère qu'en fait, la pandémie a balayé, littéralement effacé 5 à 7 ans de croissance du tourisme international. Donc, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Je vous disais que j'en avais récupéré quelques-uns supplémentaires ce matin. En Europe particulièrement, ça représente un recul de 22 millions d'arrivées. Et selon les différents scénarios de l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, table sur une baisse de 850 millions à 1,1 milliard de touristes internationaux en moins, ce qui représenterait une baisse allant de 910 milliards de dollars à 1200 milliards de dollars en recettes d'exportation du tourisme. Concrètement, en fait, ça met en danger entre 100 millions et 120 millions d'emplois directs dans le monde. Donc, c'est absolument considérable, sachant que, pour vous ayez un point de repère, en 2019, on a généré dans le monde 1,5 milliard de dollars de recettes liées au tourisme. Donc, c'est vraiment, pardon, pas 1,5 milliard de recettes, 1,5 milliard de visiteurs, donc de touristes en 2019. Donc, on voit qu'en très peu de temps, on a vraiment quasiment effacé tous les efforts qui ont été fournis ces dernières années. Alors, ça, c'est les mauvaises nouvelles. Je ne reviendrai pas dessus parce que mon intention pour cette présentation, c'est plutôt de vous donner beaucoup d'optimisme parce qu'en fait, moi, je suis foncièrement optimiste par rapport à ce qui arrive. Donc, dorénavant, je vais passer aux bonnes nouvelles et je vais vous parler un peu de ce qui va se passer demain. Alors, dans les données de cadrage, ce qu'on voit, c'est que 78% des Français pensent consommer plus ou, comme avant, la mise en œuvre des mesures de confinement. Donc ça, c'est quand même plutôt encourageant. Quand on regarde un peu la répartition de leurs dépenses, ce qu'ils déclarent, c'est privilégier les dépenses de loisirs et de sortie à concurrence de 36%, puis les vacances pour 32% et l'habillement pour 27%. Et un autre chiffre qui est intéressant, qui est sorti hier aussi, c'est que pour cet été, 75% des Français qui envisageaient de partir avant les mesures de confinement veulent toujours partir, bien entendu, principalement en famille. Et donc, on voit qu'à 53%, ils indiquent vouloir garder les mêmes habitudes qu'avant pour leurs vacances.
même si un certain nombre d'entre eux vont peut-être repenser leur destination finale, puisque 88% d'entre eux déclarent vouloir choisir le territoire national plutôt que l'étranger. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pendant toute la période de confinement, ils ont eu beaucoup de mal, nos concitoyens, à se projeter dans leurs vacances et à penser à faire leurs réservations. Et pour cause, parce qu'on était dans une incertitude complète, à la fois sur l'ouverture des frontières françaises, européennes, internationales selon les pays. Et donc, du coup, 65% d'entre eux n'ont pas... ne se sont pas imaginés réserver leurs vacances avant la fin du confinement, sachant qu'on avait quand même 27% d'entre eux qui avaient déjà réservé et que 17% d'entre eux, quoi qu'il arrive, confinement ou pas, ont l'habitude de réserver à la dernière minute. Donc finalement, on voit que les Français ne sont pas tant perturbés dans leur consommation touristique avant ces jours par cette crise. Par contre, on va voir que c'est complètement différent pour ce qui est de la consommation touristique pendant le séjour. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 44% d'entre eux comptent réserver leurs vacances dans les 30 jours qui suivent donc le 11 mai, qui était la date de déconfinement, en tout cas de début de déconfinement. Et ça indique plutôt signe que la reprise pourrait arriver relativement rapidement. Et puis vous avez dû le voir hier soir, BPI France, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, a indiqué mettre en place une sorte de plan Marshall du tourisme en France, à concurrence de 1,3 milliard d'euros d'investissement. Donc c'est pas des avoirs ou des crédits, c'est vraiment de l'investissement pur et dur. Et à titre d'exemple, Olivier Sichel, qui est donc le directeur adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, indiquait que le groupe allait investir 10 millions d'euros dans le développement d'un deuxième parc Futuroscope. Je vous avoue qu'en tant qu'experte du tourisme, ça m'a un petit peu surprise parce qu'il me semble qu'avant d'aller construire de nouvelles infrastructures, peut-être qu'il faudrait déjà soutenir celles qui sont existantes et qui peuvent en ce moment connaître des difficultés assez importantes. Mais bon, j'imagine que ça, c'est un choix politique. Voilà, donc un peu les éléments de bonnes nouvelles que je voulais vous transmettre en termes de chiffres purs et durs. Armelle, on a plusieurs personnes qui posent la question de la source de ces chiffres sur les sondages annoncés. Alors, à la fin, je vous ai envoyé hier un document qui retrace bien sûr tous ces slides que je vous diffuse là et qui seront enrichis. À la fin du document, normalement, je mets les sources. Il y a plus de 80 sources différentes, donc je suis navrée, mais je ne pourrais pas les énoncer toutes. Et je vous assure qu'elles sont toutes bien présentes dans mon document final que vous pourrez consulter librement. Et qui sera transmis à tous les participants. Exactement. Alors la question, c'est de savoir, finalement maintenant, de quoi ont envie nos visiteurs et principalement les Français qui vont nous rendre visite dans les semaines qui viennent au moment des congés estivaux. D'ailleurs, je tiens à dire, pour moi qui voyage énormément à l'étranger et qui aime beaucoup travailler sur les clientèles étrangères, que les congés d'été, c'est quand même une particularité française. C'est un peu l'exception française, dans le sens où dans aucun autre pays, on est autant accroché aux vacances estivales. Dans la plupart des autres pays, on prend ses vacances, mais pas nécessairement l'été, avec comme ça une culture des vacances très très forte l'été. Il y a éventuellement au Canada ce qu'on appelle la semaine de la construction, mais en France, c'est vraiment très fort. Donc, qu'est-ce que nos concitoyens veulent ? Eh bien, ils ont en fait 3 motivations principales qui font aussi qu'ils vont choisir de façon privilégiée la France. C'est la première chose, d'avoir des besoins, ils ont un besoin d'avoir des garanties sur la capacité à accéder à des soins, et notamment des soins de qualité. Bien entendu, en cas de rechute potentielle, de crise sanitaire, mais aussi d'une manière générale pour ce que j'appelle la bobologie quotidienne. Finalement, cette dimension santé, elle prend une importance qui est beaucoup plus importante que celle qu'on avait jusqu'à la mi-mars.
Le deuxième point, c'est de vérifier que le lieu de villégiature qu'ils envisagent a été à la fois préservé en termes de sur les aspects sanitaires, mais est aussi en capacité de répondre rapidement, facilement et on va dire de façon efficace si jamais il y avait à nouveau une rechute. Et puis le troisième point, eh bien, la troisième motivation, c'est que finalement, les Français ont une sorte de regain de découverte, pour la découverte de notre patrimoine, de nos terroirs, de notre gastronomie, qui font, vous le savez aussi bien que moi, toute la richesse de notre pays. Donc tout ça, c'est finalement très encourageant. Cela dit, il y a quand même un critère qui est absolument décisif dans le choix d'une destination et notamment d'un établissement d'hébergement, eh bien, c'est la possibilité d'annuler sans frais son séjour et jusqu'à 24 heures avant le départ. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit de plus en plus des acteurs touristiques ou des syndicats liés à des acteurs touristiques qui commencent à intégrer des clauses Covid dans leur contrat, soit pour ne pas rembourser les séjours, soit pour garder les arts, soit pour proposer par exemple un calcul au prorata temporis quand vous achetez des forfaits par exemple. Donc c'est assez intéressant de voir comment aussi les professionnels du tourisme se structurent et quelque part se protègent aussi par rapport à une éventuelle rechute. Alors tout ça c'est très intéressant, mais par contre attention, même si cette reprise elle pourrait être dynamique et rapide, il ne faudrait pas imaginer qu'on pourra redémarrer à l'identique. Ça, ce serait vraiment l'erreur à ne pas commettre, selon Pascal Delorme, qui est le directeur de A World for a Change, qui est un événement qui repense complètement, qui va repenser complètement le tourisme et qui aura lieu l'année prochaine au Portugal notamment. Alors finalement, eh bien, à quoi il va ressembler notre touriste post-crise du Covid? D'après Stéphane Rossard, qui est président de l'agence Planète Expérience, il explique que le touriste de maintenant, finalement, post-crise, eh bien, ce sera un voyageur humain. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et il aura un certain nombre de traits qui le décrivent. Il y en a 5. Donc, le premier d'entre tous, c'est le fait qu'il est concerné. C'est-à-dire que le nouveau voyageur humain, il veut s'impliquer dans des actions locales, donc soit avec une immersion qui est complètement authentique, qui a un impact effectif pour les populations locales ou pour l'environnement local ou éventuellement la faune locale, soit par une action qui est volontaire, solidaire, dans le cadre d'un projet, selon ses compétences, sa sensibilité ou ses intérêts, ses centres d'intérêt. Donc, par exemple, on voit se développer très fort des séjours qui pourraient être en lien avec la restauration d'un élément de patrimoine ou la protection environnementale ou la préservation de la faune locale. Donc ça, c'est vraiment un trait saillant chez ce voyageur humain. Le deuxième trait, c'est qu'il pense collectif. Ça signifie que même si la personnalisation de son séjour et de son accueil restera indispensable, eh bien, le voyageur humain, il s'inspirera d'une sorte de philosophie de vie africaine qui est assez connue sous le nom de Ubuntu, qui en fait peut se résumer de la manière suivante, c'est « je suis parce que nous sommes ». En fait, cette philosophie, elle rappelle les liens qui sont indéfectibles et qui nous unissent tous, c'est-à-dire les liens d'interdépendance entre nous. C'est la notion d'effet papillon, finalement. Quand on bouge une aile à un endroit de la planète, eh bien, ça peut avoir des répercussions énormes de l'autre côté. Donc, il est très conscient de son impact collectif, ce voyageur humain. Mais il est aussi curieux, et ça veut dire qu'il est énormément en recherche d'informations à la fois actualisées, de contenus très riches avant son départ, afin de mieux comprendre le pays ou le territoire ou les us et coutumes dans lesquels il souhaite s'immerger. Donc ça peut avoir par exemple concrètement la forme de vidéoconférence par exemple avec un guide local ou un prestataire qui serait en charge de l'organisation du voyage, notamment les offices de tourisme.
Ça peut aussi avoir la forme de kiosques communautaires qui sont des sortes de pots communs intellectuels qui sont alimentés bien sûr par les visiteurs précédents, mais aussi par les habitants qui sont finalement les premiers ambassadeurs d'une destination et bien entendu les prestataires. Donc l'idée c'est d'offrir finalement les ressources qui permettent de bien appréhender à la fois les locaux, mais aussi les lieux visités et les coutumes à respecter sur place ou les règles de comportement à respecter sur place. Son quatrième trait, c'est que ce voyageur humain, il est conscient. Il est hyper sensibilisé en fait aux enjeux sociétaux et économiques, bien entendu aux enjeux environnementaux, et il choisit sa destination en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il est conscient de sa propre responsabilité en termes d'impact dans les choix qu'il effectue. Et nous, en tant que destination, par exemple, ça peut être très intéressant de l'informer sur l'impact environnemental ou l'impact économique ou sociétal de la consommation d'une activité, par exemple, qui peut être hyper positif et qui peut du coup être un critère de choix qui sera décisif par rapport à d'autres concurrents, par exemple. Et puis le dernier trait, ça c'est pas très nouveau, il est communicant, c'est-à-dire qu'il échange pour comprendre et s'enrichir sur place, mais aussi pour transmettre et partager avec les gens qui n'ont pas fait le voyage ou le déplacement avec lui. Donc tout ça, c'est le profil des touristes post-crise du Covid. Mais finalement, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont voyager, ces touristes, quelles seront les grandes tendances touristiques à venir. Donc moi, j'en ai décelé 5. Et ce qu'il faut dire au sujet de ces tendances, c'est qu'elles ne sont absolument pas révolutionnaires. Ce n'est pas du tout parce qu'il y a eu la crise du Covid que ces tendances diffèrent. Moi, je les ai identifiées pour certaines d'entre elles depuis 2008. D'autres sont apparus plus tardivement, autour de 2015-2016. Mais je ne crois absolument pas qu'il y aura une révolution dans la consommation touristique dans les 24 mois prochains ou même dans les 5 à 10 années prochaines. Je pense simplement que cette crise sanitaire et cette crise économique que nous traversons sont en fait une sorte de catalyseurs qui font qu'au lieu de se révéler de façon très forte dans les 5 à 10 prochaines années, eh bien, elles se révèlent tout de suite, ces tendances. Donc, pas de révolution en la matière. La première tendance, c'est le passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, en fait, on a une approche qui est quand même assez clivante dans ce passage d'un tourisme de masse à un tourisme d'espace. Et il est important de dire aussi qu'il y a une grande différence entre le tourisme de masse et le tourisme populaire. Je ne crois pas du tout à la fin du tourisme populaire, mais je crois à la fin du tourisme de masse. Et pour le coup, si tourisme de masse il doit se développer, je pense qu'il se développera de manière virtuelle. Et on voit de plus en plus des destinations qui proposent des visites touristiques, soit par exemple dans leur musée ou à l'entrée d'un espace. Je pense notamment par exemple au site de Pompéi qui désormais propose une visite avec un casque type Oculus pour pouvoir accéder à des espaces qui sont en fait maintenant protégés, interdits d'accès au public parce qu'ils ont été trop abîmés. Un peu comme les grottes de Lascaux finalement, mais en version numérique. Et ce tourisme de réalité augmentée ou de réalité virtuelle va se développer, lui pour le coup, de façon très importante. Et à contrario, eh bien, on aura un tourisme d'espace qui sera pratiqué physiquement. Donc là, ça donnera lieu à un déplacement, qui est un tourisme où finalement, il y a une recherche de nature, de sauvage, d'expériences humaines très fortes, de relations humaines très fortes, mais aussi de services avec une exigence dans la qualité de service qui est extrêmement importante. La deuxième tendance, c'est ce que j'appelle le sur-mesure, mais sans couture. En anglais, on appelle ça le friction-free. C'est l'idée que l'expérience touristique entre la réservation, le fait de vivre l'expérience et l'après, se fait sans aucune rupture de charge. Donc, ça veut dire qu'il va falloir repenser
l'intégration des infrastructures. Notamment, c'est l'idée que entre, par exemple, l'arrivée à l'aéroport à Charles de Gaulle et puis le fait de prendre le train ou un autre mode de transport, eh bien tout ça se fasse de façon fluide et sans que ce soit pénible, notamment par exemple pour la gestion des bagages. Sur une approche plus, on va dire, locale, eh bien, ça signifie que si on veut faire du tourisme dans sa région, eh bien, les connexions entre les gares routières, par exemple, et puis, on va dire, les 2-3 derniers kilomètres pour accéder aux sites touristiques qu'on veut visiter, eh bien, tout ça est bien aménagé, bien fléché, protégé éventuellement s'il y a des chemins piétons, etc. Donc, il faut vraiment repenser les migrations et les flux migratoires touristiques de façon à ce que ça se passe de la manière la plus confortable possible. La troisième tendance, c'est celle de l'hypertourisme. Alors, l'hypertourisme, c'est le fait d'avoir à la fois une hyperconnexion et une hyperdéconnexion. En fait, on se rend compte que de plus en plus, il y a une recherche de séjours complètement déconnectés, ce qu'on appelle les digital detox. J'étais assez impressionnée sur les premières que j'ai faites, c'est-à-dire en 2016, du prix qui était facturé pour accéder à une chambre d'hôtel sans télévision, sans téléphone, sans accès à Internet. Notamment, j'ai eu l'occasion de le faire au Turk and Caicos, par exemple, et c'était quand même facturé 800 € la nuit, donc c'est pas pour tout le monde, en tout cas là-bas. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que pour tous les territoires qui ont des difficultés avec les connexions, eh bien, ça permet quelque part de transformer le pépin en pépite, mais à partir du moment où c'est assumé, revendiqué et vendu comme tel. Plutôt que de dire faites une digital detox parce qu'on n'a pas une connexion qui est correcte. Donc il faut vraiment que ce soit revendiqué et marketé dans ce sens-là. Et puis, à contrario, eh bien, on va avoir des séjours avec une hyper-connexion où là, les couches de technologie, et notamment ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire des vêtements qui intègrent de la technologie, qui intègrent de la connexion avec les objets connectés, sous forme de vêtements ou pas d'ailleurs, eh bien, qui peuvent permettre de vivre une expérience touristique différente et qui n'est pas inintéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le consommateur, il n'est pas dans tout l'un ou tout l'autre. De temps en temps, il va avoir envie, par exemple, pendant quelques jours, d'être en hyperconnexion, et puis pendant 2-3 jours dans son séjour, d'être en hyper-déconnexion. Donc, l'une n'exclut pas l'autre, elles sont complémentaires. Et y compris dans une même cellule familiale, vous pouvez, par exemple, avoir un parent qui va être hyper connecté, et puis un autre parent qui va être hyper déconnecté, et les enfants qui vont passer de l'un à l'autre aussi en étant en connexion ou en hyper déconnexion selon le temps de la journée ou quelques journées dans un séjour plus long. La quatrième tendance, c'est ce que j'appelle le tourisme partout et tout le temps. C'est l'idée que finalement, on peut faire du tourisme près de chez soi. Hein, c'est ce qu'on appelle bien sûr le staycation. On voit le développement des micro-aventures qui est extrêmement fort. Mais c'est aussi le fait d'amener son bureau sur son lieu de vacances avec ce qu'on appelle le bleisure ou le whirlday. Donc le bleisure, c'est tous les voyages de tourisme d'affaires dans lequel on va insérer un créneau de temps, quelques heures ou éventuellement une demi-journée, une journée complète pour aller faire des visites touristiques pour son bon plaisir ou pour profiter tout simplement des infrastructures de son hôtel par exemple. Dans le cadre d'un whirlday, on est plus dans le fait de profiter de son lieu de vacances pour faire par exemple 3-4 heures de travail le matin et puis se détendre l'après-midi. Pour moi qui vis et qui travaille beaucoup avec des stations de montagne, eh bien, on voit de plus en plus de stations proposer des espaces de coworking pour pouvoir permettre aux gens de travailler facilement quelques heures dans la journée et puis d'aller consommer du ski ou d'autres activités le reste du temps. Donc ça, c'est vraiment un mouvement qui est très fort depuis à peu près 2015 et qui se déploie en ce moment et qui ne changera pas suite au Covid. Et puis, la dernière tendance, eh bien, c'est ce que j'appelle le green tourisme ou le tourisme utile pour satisfaire la quête de sens. Alors, cette quête de sens, je suis certaine que vous en avez entendu parler à tour de bras. C'est vraiment
quelque chose qui a été complètement accéléré par le temps de confinement, où les gens ont eu du temps pour réfléchir sur leur vie, sur le sens de leur travail, le sens de leur action sociale. On a vu beaucoup de statistiques sortir sur le fait que beaucoup d'entre eux, post-Covid, avaient envie de participer davantage à des œuvres caritatives, davantage à la protection de l'environnement, faire davantage attention à ce qu'ils mangent et comment ils se le produisent, et notamment, je pense que ça va être le gros boom des circuits courts. Eh bien ça va continuer aussi dans l'expérience touristique, ce besoin finalement de donner du sens à ses vacances et pas être dans une consommation passive de ses vacances. Alors, tout ça, c'est très bien, mais la question finalement, c'est comment on fait pour passer à l'action, nous, en tant que professionnels du tourisme. Eh bien, la première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut que je communique ou pas? Est-ce que les clients et les prospects sont prêts à ça? Ce qu'on peut retenir des enseignements des crises précédentes, c'est que les marques territoriales, alors les marques d'une manière générale, mais les destinations qui ont sabré leur budget de communication et de marketing ont mis en moyenne 5 ans à s'en remettre. C'est vraiment énorme. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les marques fortes, c'est-à-dire celles qui sont les plus connues, eh bien, elles se sont rétablies en moyenne 9 fois plus vite à la suite d'une crise. Et c'était particulièrement le cas en 2008, c'est ce que vous pouvez voir là sur le graphique qui a été réalisé par Data to Decisions. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre qu'une marque territoriale forte, c'est un atout qui est absolument vital, particulièrement en temps de crise, et qu'il faut continuer à travailler dessus, sur le long terme bien sûr, mais surtout, j'ai envie de dire, en temps de crise, pour sortir par le haut. Donc finalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il est beaucoup moins risqué de continuer à communiquer que de ne pas le faire. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre le paquet pour être vraiment efficace dans votre rebond post-crise. Alors, vous allez me dire, ok, très bien, mais comment communiquer? Eh bien, la première chose, c'est d'être rassurant. Il y a 2 enjeux, là, dans les semaines qui viennent, c'est être rassurant et être convaincant. C'est rassurer et convaincre, c'est les 2 mots qu'il faut retenir. Rassurer, mais attention, sans être anxiogène. Je pense que là, ça fait 2 mois, on a tous eu un niveau d'anxiété qui a beaucoup augmenté. C'est la même chose pour nos concitoyens. Et donc, il faut absolument baisser ce niveau d'anxiété. Il faut se rendre finalement serviable. Il faut être extrêmement cohérent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça a été le défilé, je veux dire le bal des infox, des fake news ces dernières semaines. C'était déjà sacrément le cas avant, mais là, ça a été particulièrement fort ces 2 derniers mois. Et donc, nous, en tant que destination touristique, en tant que professionnels du tourisme, il faut absolument que nos messages soient clairs et qu'ils soient cohérents. Je crois que c'est aussi les principaux reproches qu'on fait actuellement à nos dirigeants, c'est de manquer de cohérence. Et donc, du coup, quand quelque chose n'est pas cohérent, eh bien, le message n'adhère pas, il n'est pas mémorable et finalement, on n'y prête pas d'attention. Pour ce qui est des messages, pour ce qui est du contenu des messages qu'il faut faire passer, eh bien, il faut vraiment insister sur la proposition de valeur de votre destination ou de votre prestation ou de votre hébergement. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est vraiment insister sur l'ensemble des bénéfices que les touristes pourront retirer de l'expérience d'une visite sur votre territoire ou d'un passage dans votre établissement ou d'une activité réalisée avec un prestataire. Donc, insistez vraiment là-dessus, mais faites-le d'une manière qui ne soit pas opportuniste. Donc, quand je parle de ça, ça veut dire qu'il faut éviter tout opportunisme commercial et tout opportunisme de marque. Toutes les marques qui ont trop joué sur la corde commerciale ont vraiment baissé dans les sondages de préférence et d'amabilité, comme on dit, et du coup, elles vont payer assez cher le fait d'avoir été dans cette forme d'opportunisme. Alors concrètement, eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas dégrader votre politique tarifaire, c'est la dernière des choses à faire, mais au contraire, maintenir votre niveau de prix, mais augmenter la qualité de service, augmenter le confort des prestations et essayer d'avoir une sorte de détail qui va faire toute la différence. Alors, j'aime bien parler d'un exemple très concret. En 2011, donc à la suite des attentats, en 2011, qu'est-ce que je raconte? En 2001, à la suite des attentats de New York notamment, 100%
des compagnies aériennes dans le monde se sont posé la question de comment adresser cette difficulté qui arrivait pour eux. Et quasiment toutes, sauf une, ont fait le choix de baisser leur prix pour finalement essayer de faire une sorte de lutte par le bas du prix et remettre les gens dans les avions. Et il y en a une seule, qui est Southwest, qui est une compagnie américaine, qui a décidé de maintenir son niveau de prix, mais par contre, de ne pas couper toutes les dépenses que les autres compagnies coupaient. Donc, toutes les dépenses de boissons, de repas, de bagages en soute, tous ces éléments de confort finalement qui rendent l'avion et le voyage en avion plaisant, eh bien, au lieu de les couper pour avoir des prix moins chers, eh bien, au contraire, ils les ont augmentés. Vous pouvez avoir plus de bagages, vous pouvez avoir des repas plus copieux, plus gustativement agréables, plus de boissons gratuites, etc. Et finalement, c'est la seule compagnie qui a réussi en quelques mois à revenir au niveau auquel elle était avant le 11 septembre. Donc on voit que c'est quand même très intéressant de ne pas jouer sur le prix parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais au contraire de jouer à la fois sur la rassurance et en même temps sur le confort qui, lui, va être ensuite convaincant auprès d'autres consommateurs. Et puis surtout, ce qui est très très important, c'est de rester calme. C'est être transparent, être réaliste par rapport à notre capacité à délivrer une expérience correcte, voire bonne, voire très très bonne auprès des clients. Il faut être lucide ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'admettre ses erreurs, de dire qu'on est vulnérable. Et souvent d'ailleurs, c'est la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend appréciés et appréciables par les tiers. Hein. En général, quand on avoue une faute, eh bien, on est à moitié pardonné, hein, c'est ce qu'on dit. En l'occurrence, là, montrer ses difficultés sans se plaindre, ça c'est important. Et quand je dis montrer ses difficultés, je n'ai pas dit se plaindre de ses difficultés, mais dire qu'on est humain, eh bien, quelque part, c'est la meilleure manière d'attirer l'indulgence de nos clients. Donc, il ne faut pas hésiter, mais ce qui est très, très important, c'est de ne surtout pas se plaindre, parce que ça, c'est quand même un travers français bien connu. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, eh bien, c'est que c'est difficile. On ne va pas se mentir, ça ne va pas se faire facilement et les semaines et les mois qui viennent vont être extrêmement complexes. Mais c'est complètement possible parce que si on regarde au niveau international, eh bien, le secteur du tourisme est l'un des secteurs les plus résilients au monde. Donc ça, c'est vraiment tout à fait encourageant, mais ça n'est possible que si on le fait collectivement. On ne pourra pas y arriver en étant seul, et vous avez largement, je pense, entendu ce proverbe africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, il ne s'agit pas d'aller vite, il s'agit d'aller loin ensemble et d'y aller durablement. Donc, ce sera mon mot de la fin pour ce propos préliminaire. Jouer collectif, parce que c'est la seule manière pour moi qu'on s'en sorte collectivement. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé pour ma présentation et puis je vais commencer les premières questions. Il va falloir que je trouve la manière d'arriver aux questions-réponses. Je vous laisse manipuler la technique de votre côté et puis j'ouvre le module de questions. Merci Armelle pour cette présentation. On l'avait dit en introduction, vous avez en particulier, enfin vous avez un attachement particulier à la montagne. Oui. Comment s'est passée la saison pour la montagne, pour les stations de montagne, sachant qu'elle a été amputée à la fin? Vous avez des retours déjà? Oui, alors j'ai quelques retours. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas là du coup. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir, c'est que la saison en montagne pour 2019-2020, ça a été une saison compliquée. D'abord parce qu'on a eu un faible enneigement naturel. Ensuite, parce qu'on a eu deux stations qui ont conduit des opérations d'enneigement avec un hélicoptère, hein, on faisant appel à un hélicoptère, et que ces opérations, en fait, elles ont complètement ému l'opinion publique, enfin, elles ont suscité des levées de boucliers dans l'opinion publique, et du coup, ça a déclenché une sorte de montagne bashing, là, de dénigrement des destinations touristiques de montagne auprès des médias et ensuite dans l'opinion publique qui a été absolument énorme. Donc ça fait quand même beaucoup de mal à l'image de la montagne d'une manière générale, mais aussi fou que ça puisse paraître, en fait, les stations de montagne, elles ont fait le plein.
et jusqu'au week-end du 14 mars, les chiffres de fréquentation étaient plutôt bons, voire même excellents sur certains massifs. Et puis, le week-end du 14 mars est arrivé, et là, ça a été quand même le début de la fin, parce que ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas bien les stations de montagne, c'est qu'en fait, grosso modo, jusqu'à la mi-mars, les stations rentrent de l'argent qui leur permettent d'amortir leurs investissements. Et puis, après la mi-mars, eh bien, en fait, elles font leur marge. Et donc là, eh bien, elles ont été complètement privées de leur marge. Ça représente donc au niveau de Domaine Skiable de France une perte qui est estimée entre 15 et 20% de chiffre d'affaires, mais qui est très variable si on est sur des destinations d'altitude ou si on est sur des destinations en basse altitude. Où pour certaines, elles ont perdu seulement 1 ou 2% de leur chiffre d'affaires parce qu'en fait, elles étaient déjà à une semaine ou deux de leur fermeture. Des stations par exemple comme Val Thorens ou Chamonix qui opèrent jusqu'au 8 mai, elles ont perdu plus de 5 ou 6 semaines d'exploitation, ce qui est absolument considérable. L'ESF, donc le syndicat des moniteurs de ski, accuse aussi une perte de 15% au niveau national. Et je pense pour ma part que c'est surtout les hébergeurs qui vont faire le plus les frais de cette crise du Covid, parce que il y a tout un tas de jeux de remboursement qui ne sont pas évidents ou d'avoir qui sont compliqués à gérer. Donc en tout, ça représente quand même une perte de 1,8 milliard d'euros de consommation touristique pour l'ensemble des territoires de montagne et pas uniquement d'ailleurs les stations de ski. Alors du coup, maintenant, depuis quelques jours, on entend dire que la montagne pourrait être une valeur refuge pour les vacances estivales. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois beaucoup à cela, dans la mesure où, toutes saisons confondues d'ailleurs, les paysages naturels, le calme, la qualité de l'air, bien sûr associée au bien-être et au ressourcement, sont les motivations principales des visiteurs des destinations touristiques de montagne. Et clairement, on a une très très grosse carte à jouer en montagne là-dessus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a 3 tendances sociétales en matière de tourisme. Qui sont donc l'autonomie, hein, le besoin de pouvoir réaliser des activités en autonomie, le besoin de sens, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et le fait de pouvoir pratiquer des activités en vitalité douce, c'est-à-dire des activités qui soient à la fois physiques, mais en même temps sans être dans une recherche de performance. Et ces 3 tendances sociétales, eh bien pour moi, elles correspondent parfaitement à l'offre de nos stations de montagne, tout massif confondu d'ailleurs. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que pour le coup, dans les Pyrénées, vous pourrez vraiment jouer une carte forte. Et puis, il y a quand même 8 aspirations en montagne qui sont la fonctionnalité, la simplicité, les retrouvailles, le partage, le confort, toute la notion de service et d'accessibilité et de sécurité, auxquelles les stations de montagne répondent vraiment très bien, parce que clairement, on n'a pas de problème d'espace en montagne. Quand on pose sa serviette quelque part, en général, on peut être sûr qu'il y a quand même beaucoup d'espace avec les gens qui voudraient éventuellement poser leur nappe pour faire un pique-nique en montagne. Donc, clairement, actuellement, je pense qu'on répond très, très bien pour les stations de montagne. Par contre, attention, il y a quand même des freins. Parce que les offres en montagne sont souvent perçues comme hyper actives, hyper sérieuses, hyper marchandes, ce qui peut vraiment intimider les vacanciers potentiels. Donc du coup, pour les destinations de montagne, il va falloir casser cette image et être sur une communication d'accessibilité, de confort et un peu de sérieux, mais sans se prendre au sérieux, quoi. Une question reçue, alors je vous rappelle qu'à l'ensemble des participants, que vous pouvez poser vos questions via l'onglet Q&R que vous avez en bas de l'écran, en bas de votre écran. Une question reçue pendant votre intervention de Nadia Carbajou. Ne serait-il pas le moment de développer une offre durable, éco-responsable? Je parle d'une offre engagée et non d'une offre marketée. Alors, je voudrais juste vérifier une petite chose technique avant. Je n'arrive pas à voir si mon écran est partagé ou pas, donc du coup, je vous laisse me dire. Il ne l'est pas, il faut que vous le D'accord, partagiez. très bien, ça marche. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation de Nadia Carbajou et je vous remercie d'avoir posé cette question.
Effectivement. En fait, pendant 20 ans, là, on a, dans le secteur du tourisme, fait beaucoup de greenwashing, mais on a peu travaillé sur le fond de l'offre. Et effectivement, dorénavant, les clients ne sont pas dupes et ils ont besoin qu'on leur fasse des propositions euh, de tourisme qui soit réellement durable, qui ait réellement un impact positif d'un point de vue économique sur les populations locales, qui ne soit pas destructeur et qui soit aussi qui permettent la préservation de l'environnement. Et on voit d'ailleurs poindre un certain nombre d'agences de voyage qui se spécialisent sur ce créneau-là et qui, je pense notamment à Explora Project par exemple, ou des projets comme HelloWays, où ce qu'ils proposent, les séjours qui sont proposés, eh bien, ne sont proposés que sur un temps limité. Et donc, par exemple, je sais pas, moi, ça pourrait être un voyage en Islande ou en Finlande, et bien, il va être proposé pendant 2-3 semaines. Et puis après, ces destinations seront déprogrammées pour éviter d'être surfréquentées et que les sites naturels soient abîmés. Et donc là, on voit qu'il y a une réflexion qui est quand même intéressante autour de ça. D'ailleurs, je crois que Explora Project, eux, ils réfléchissent carrément, c'est une agence française, ils réfléchissent carrément à ne plus programmer de séjours à l'étranger, ou en tout cas qui ne soient pas accessibles en train à minimum, parce que voilà, la question autour du trafic aérien se pose pour cette agence-là en tout cas. Moi, je ne porte pas de jugement sur ce sujet, simplement je constate cette offre que je trouve qui m'interpelle. Autre question d'un spectateur anonyme. Concernant le fait de ne pas dégrader sa politique tarifaire, est-il pertinent aujourd'hui de proposer à nos prestataires sur notre territoire des réductions afin de créer un pass sur le territoire et inciter les habitants à consommer des activités? Oui, on voit beaucoup de territoires qui proposent des passes ou des chèques. J'ai vu des chèques jusqu'à 500 euros offerts du coup aux habitants de la région pour pouvoir consommer de l'activité sur place. C'est une mesure de relance qui n'est pas inintéressante, loin de là. Et moi, je crois très sincèrement que si on dégrade la politique tarifaire, ce sera très compliqué de la remonter ensuite. Il vaut mieux effectivement réfléchir à des initiatives comme celle-ci plutôt que de se livrer une guerre des prix qui est mortelle. Peut-être dans le prolongement, une question de Noël et Bernard Bardou. Pensez-vous que de proposer des offres en réseau, plusieurs partenaires pour un client, puisse être un plus qui favorise le choix? Oui, absolument, parce que du coup, vous répondez à cette tendance numéro 2 qui est le sans friction, le sur-mesure et sans couture, qui fait que le client, il aura une offre qui sera bien articulée, qui correspondra éventuellement bien à ce qu'il attend, ce dont il a besoin, et pour laquelle il n'a pas besoin de réfléchir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que en vacances, les gens, ils ont besoin de poser leur cerveau. Parfois, certains personnels d'accueil aux offices de tourisme disent même que les clients ont oublié leur cerveau chez eux. C'est pas tout à fait vous, entre nous soit dit, mais il y a un moment, plus on facilitera la vie au client, du client avant de partir et quand il sera sur place, et plus on sera finalement attractif et on pourra faire la différence. Donc oui, je vous invite vraiment à vous mettre en réseau et à réfléchir à des offres qui puissent comme ça permettre aux gens d'avoir tout clé en main. Charlotte de Maximi vous pose la question, quel secteur du tourisme va avoir le plus de mal à se remettre de cette crise? Ah. Je suis assez inquiète pour toutes les professions type guide, guide culturel qui se baladent avec des groupes. Je vois mal les guides maintenir une distance de 1 mètre dans un groupe où il y a 10-15 personnes. Je vous laisse imaginer la taille du groupe et puis le porte-voix qu'il faut avoir pour faire sa taille. Donc, j'avoue que pour ces professions-là, je me pose des questions, très clairement. Selon vous, le tourisme local pourrait-il être un pilier dans la résilience de la destination Occitanie face à cette crise sanitaire? C'est une question d'Aline. Merci Aline pour cette question. Alors, pour être tout à fait honnête, ça n'est pas propre à la destination Occitanie. C'est vrai pour
partout en France, en tout cas, et très clairement, le tourisme local est ce sur quoi il faut miser, en tout cas cette année, et j'ai envie de dire dans les 24 prochains mois. Mettez la gomme là-dessus parce que c'est vraiment ce dont les gens ont envie. J'ai été particulièrement amusée et interpellée aussi de voir tout le temps de l'étude que j'ai conduite ces 8 dernières semaines, à quel point les gens redécouvraient dans le cadre du périmètre de 1 km autour de leur domicile, donc à quel point les gens redécouvraient leur territoire, leur quartier. Et notamment, j'ai beaucoup étudié les verbatims sur les réseaux sociaux, où il y en a un qui me vient en tête, c'était une Parisienne qui disait, ben voilà, j'ai fait 16 balades dans mon quartier sur un périmètre de 1 km et j'ai redécouvert complètement l'offre de mon quartier, les commerces, les bâtiments, l'architecture, les anecdotes. Elle disait, j'ai trouvé ça fou, quoi. Et finalement, mais on voit que le tourisme peut avoir lieu au bout de sa rue. Et à nous, professionnels du tourisme, de savoir le valoriser, de le scénariser le plus possible, et puis aussi de le faire connaître et découvrir à nos habitants, parce que finalement, on se dit toujours ah bah tiens, je vis près de tel site naturel ou de tel site culturel, je vais pouvoir y aller quand je veux, et puis on n'y va jamais. Donc là, c'est l'occasion ou jamais d'en profiter et de miser à fond sur cette clientèle et de leur faire redécouvrir leur propre territoire. N'oubliez pas aussi que les habitants sont les premiers ambassadeurs de leur territoire, ils devraient l'être en tout cas s'ils ne le sont pas, et plus on leur fera connaître leur territoire et plus ils pourront le vendre ensuite auprès de leurs amis, de leurs proches ou des personnes qu'ils rencontrent quand eux ensuite iront voyager un petit peu plus loin. Donc sur une vision court terme, mais aussi moyen et long terme, c'est vraiment le pari à mon avis, qu'il faut prendre et ce sur quoi il faut miser. Question d'Alex Geny. Comment voyez-vous l'évolution du tourisme d'activité de loisirs en lien avec les JR? Alors j'imagine que c'est les groupes d'individuels rassemblés suite à cette crise. Je ne suis pas compétente pour répondre. Là, je suis vraiment désolée. Je préfère vous dire que je ne sais pas. Selon vous, donc ça c'est Olivia Chouillou qui pose la question. Selon vous, est-ce qu'il faut miser sur des marchés de niche plutôt que de communiquer à tout va? Ah bah, sauf si vous avez un budget long comme le bras. Oui, effectivement, je vous invite à communiquer sur les marchés de niche avec un vocabulaire spécifique, en respectant les codes de ces gens qui constituent ces marchés de niche et en utilisant bien sûr les canaux de communication qu'ils privilégient parce que vous serez beaucoup plus efficace. Il vaut mieux miser sur 2 ou 3 marchés de niche plutôt que d'essayer de toucher la masse parce que d'une manière générale, vous serez en concurrence avec tout le bruit qu'on a actuellement. Alors, sur le web, n'en parlons pas, mais d'une manière générale, oui, je vous invite à être chirurgical dans vos approches de communication et de mise en marché. Une autre question qui n'a rien à voir, et je ne sais pas si vous saurez y répondre. Vous savez qu'en Occitanie, on est une grande région pour les festivals et les animations festivals et festives tout court durant toute l'année presque, mais en particulier l'été. Comment pourrions-nous relancer le tourisme festivalier, notamment au niveau des festivals et de leur proximité entre les participants? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, oui, l'Occitanie, c'est une région de fêtes et de culture. C'est très riche. Ce que je vais vous proposer est une solution, j'ai envie de dire, pansement, qui est une solution vraiment temporaire. Euh, J'étais vraiment surprise du succès d'un événement qui a été reprogrammé en l'espace de 10 jours, qui était donc au Canada, ça s'appelle Laval Virtuel. Et donc c'est un événement normalement physique. Et donc en 10 jours, ils ont complètement reconstruit en fait la salle d'événement de façon virtuelle. Donc chacun pouvait s'y balader avec un avatar, assister à des conférences, éventuellement se mettre dans des espaces un peu comme des
des petits salons finalement et discuter à 3-4 ou juste en face à face avec une personne. Tout ça de manière virtuelle. Alors je vous avoue qu'au départ j'étais un peu sceptique, je me disais oh là là, moi ça me branche pas du tout de me balader avec un avatar, et en fait ça a hyper bien marché. C'était vraiment très intéressant, les interactions qui avaient lieu, le niveau aussi des interactions et le volume des interactions était vraiment très riche. Et donc je crois que eh bien on peut faire du festival payant, y compris, mais de manière virtuelle, c'est tout à fait possible. Alors, je pense que ça, c'est intéressant pour ne pas perdre ses clients, pour garder le lien. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire en freemium, c'est-à-dire en ayant, par exemple, certains concerts ou certaines pièces de théâtre, si vous avez un festival de théâtre, ou certains contenus, en tout cas, pour le festival de photos, par exemple, certaines photos qui sont accessibles gratuitement, pour donner envie, bien entendu, et puis pour aller plus loin, pour prolonger l'expérience, passer sur une partie payante avec un ticket qui n'est pas nécessairement trop élevé. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra effectivement revenir, quand je dis dans un deuxième temps, je pense que c'est d'ici 6 à 12 mois, revenir aux versions d'origine. Parce qu'on a tous une capacité à vivre de manière virtuelle, mais nous sommes avant tout des êtres humains et on va avoir, et on a déjà d'ailleurs, envie de se retrouver. Quand on regarde un peu les sondages, les gens, ils ont envie de se serrer les uns contre les autres, ils ont envie de s'embrasser, ils ont envie de vivre des moments collectivement. Et donc, on peut finalement être dans le virtuel un certain temps, limité, mais pas éternellement non plus. Donc, c'est un pansement qui n'est pas inintéressant. Un pansement, et alors pour changer de sujet, peut-être avec la boîte de secourisme ou d'autres outils, quelle place pour le tourisme urbain ou le city break dans ce nouveau monde? Bonne question. Bonne question. Là, j'avoue que au moins dans les 24 prochains mois, je pense que ça va être très 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 compliqué pour les city breaks, notamment parce que on a un flying scaling qui est quand même assez fort. C'est lourdement pointé du doigt par un certain nombre d'acteurs touristiques, enfin ou de commentateurs touristiques, on va dire. Et donc du coup, je suis pas sûre que pour les médias notamment, ce soit en odeur de sainteté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc je pense que la planche de salut, c'est en l'occurrence de proposer des activités qui soient quand même les moins polluantes ou les moins impactantes possibles, de bien valoriser les efforts sur les retombées économiques locales et de faire en sorte que ces city breaks soient vendus peut-être plus à une population locale qu'à une population qui vient des quatre coins de l'Europe. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas pour les 24 prochains mois. Vous avez parlé tout à l'heure de touristes concernés. Pardon, je voulais quand même juste dire une chose. Pardon. Je ne dis pas que c'est fini pour les villes. Hein. Je ne le dis pas du tout. Je pense que les villes, elles ont vraiment une carte à jouer aussi, mais il va falloir vraiment communiquer sur le fait que les conditions de consommation de l'expérience touristique soient respectueuses des gestes dits barrières, j'aime pas du tout cette expression, mais on va dire des gestes préventifs, et soit aussi à la fois socialement et économiquement positive, et que l'action en fait des visiteurs est positive. Parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est un tourisme qui n'a pas forcément bonne presse là, ces dernières semaines, on va dire. Je reviens à la question que je commençais à poser de Candice Oui. Gobe. Vous avez parlé de touristes concernés. Pensez-vous qu'au-delà de leur département, les touristes sont curieux et intéressés par les spécialités locales pour permettre de valoriser la gastronomie? Oh oui, 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 oui. Et surtout auprès des Français, parce que les Français, c'est vraiment des touristes gourmands. La gastronomie, ça fait partie de notre culture et de notre éducation. Donc oui, oui, bien sûr que je pense qu'il y a un avenir en la matière et qu'il faut jouer cette carte à fond. Oui, oui, oui. Concernant les marchés de niche, d'après vous, quels sont ceux qui sont les plus intéressants à exploiter en ce moment? C'est une très bonne question à laquelle je ne me suis pas préparée. Je pense qu'il y a
En fait, il y a différentes manières d'aborder les marchés de niche. C'est-à-dire qu'il y a les marchés de niche par profil de clientèle et puis il y a les marchés de niche par centre d'intérêt des clientèles. Et moi, j'aime bien travailler sur les marchés de niche par centre d'intérêt des clientèles parce que vous ayez 7 ans ou 79 ans, finalement, c'est pas ça qui compte, ou quel que soit votre niveau de revenus, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre intérêt pour l'activité ou le sujet proposé. Donc, en fait, il faut composer par rapport à son territoire, voir ce qui est présent sur son territoire et ensuite repérer où sont les communautés qui sont sensibles à cette proposition de valeur et aller les chercher sur leur terrain. Éventuellement faire des partenariats avec des magazines qui traiteraient de tel ou tel centre d'intérêt, développer une offre autour de ça, adapter des menus au restaurant ou adapter des hébergements ou proposer des expositions en lien avec tel ou tel sujet. Mais je pense que réfléchissez pas profil type études économiques, mais réfléchissez plutôt centre d'intérêt, que ce soit sportif, artistique, etc. Vous avez insisté tout à l'heure sur l'importance de maintenir la communication. Print ou web, le papier est-il mort pour la com touristique ou il a encore du temps à vivre? Actuellement, c'est web, très clairement, très très clairement. Après, le print, ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que si c'est pour de l'envoi de flyers ou brochures, oubliez. Mais par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des destinations qui envoient des cartes postales, et notamment des cartes postales écrites à la main. Et ça, c'est très fort parce que en termes de gestes humains, c'est complètement inattendu. Les gens s'envoient beaucoup moins de cartes postales qu'avant. Et donc, du coup, ça crée un effet surprise qui est très important. Et puis, dans un monde qui est hyper digitalisé, eh bien, avoir une touche d'humanité sous une forme de carte postale écrite à la main, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et qui est très agréable quand on est consommateur. Voilà, le print, ok, mais s'il est vraiment hyper qualitatif, certainement pas pour du flyer ou de la brochure. On arrive au bout de notre heure d'échange, Armelle Sodelac. Vous avez prévu de partir en vacances cet été? Non. Je ne pars jamais en vacances l'été, pour être tout à fait exact, parce que je travaille auprès des destinations touristiques. Pour beaucoup d'entre elles, l'été, c'est le moment de préparer l'automne et l'hiver, donc il me faut être présente pour les accompagner, mais je pars principalement hors saison. J'ai aussi une petite fille de 2 ans, ce qui me permet de partir hors vacances scolaires. Écoutez, on vous accueillera avec plaisir en Occitanie, que ce soit à la Merci. montagne, au bord de la mer ou à la campagne. Je suis sûr que vous ne connaissez pas toutes les richesses et tous les atouts de notre région. Il faudrait une vie pour ça. Merci Armelle. On arrive au bout de ce webinaire. Prochain rendez-vous demain, demain à 14h30 avec Dominique Tillet du CRT Occitanie pour la présentation des résultats de l'enquête de conjoncture et notamment le suivi de l'activité touristique suite au début de la crise Covid-19. Merci encore, bonne fin d'après-midi et puis à bientôt. Merci à vous et au revoir à tout le monde. Au revoir.